Africable à Ménaka dans le cadre du deuxième congrès du MSA, Mouvement pour le salut de l'Azawad. L'occasion tout trouvée pour nous ici de poser notre table de discussion et parler de paix et de développement. Ménaka entre le défi de la paix et du développement est le thème de ce spécial politique, le débat. Mesdames, Messieurs, merci d'être fidèles au programme d'Africable Télévision. Merci à toutes et à tous et bonjour. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui pour en parler, nous sommes avec Monsieur Moussa Aga Asharatouman, secrétaire général du MSA, Mouvement pour le salut de l'Azawad. Monsieur Asharatouman, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Notre second invité est Monsieur Daouda Maïga, gouverneur de Ménaka. Monsieur Maïga, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes également avec Monsieur Youssouf Aga Mohamed, cadre de Ménaka, personne et ressources. Monsieur Youssouf, bonjour et bienvenue. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et enfin, mesdames, messieurs, nous sommes avec monsieur Abdul Wahab Ag Ahmed Mohamed, président du collège transitoire régional de Ménaka. Monsieur Ahmed, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup vraiment. Et merci surtout, beaucoup. Bienvenue à vous. Merci. Monsieur le gouverneur, pouvez-vous nous dire comment se présente actuellement la situation sécuritaire à Ménaka? Merci beaucoup. Merci à Africable d'être à Ménaka. Merci également à M. Moussa Gacharatman d'avoir occasionné tout cela à travers ce congrès du mouvement pour le salut de l'Azawad MSA. Merci également à toute la population, notamment à la jeunesse, qui s'est mobilisée en cette grande occasion. Et je voudrais vous dire que la région de Ménaka, c'est 80 000 km², c'est un peu plus de 130 000 habitants. C'est également une jeune région, c'est l'espoir. C'est une région qui est soutenue par l'espoir de ces populations d'être meilleures. Nous avons bien sûr connu le conflit comme tout le monde qui a démarré depuis 2012, mais nous estimons que chaque jour qui passe est un jour où notre combat pour la paix et la stabilité gagne du terrain. À cet effet, malgré certains soubresauts, nous constatons de façon globale que la sécurité revient petit à petit et que l'insécurité recule sur beaucoup de points de la région. Et ça, c'est grâce à un effort commun de tous les acteurs. Les groupes armés, le gouvernement de la République du Mali à travers les FAMA, les forces partenaires Barkhane MINUSMA et toutes les bonnes volontés, mais également des événements comme celui-là qui rassurent. Vous voyez comment la population se mobilise autour de nous, qui rassure et qui entretient cet espoir d'arriver à des jours meilleurs, donc à une plus grande paix. Et pouvez-vous nous dire toujours quelle est la nature de l'insécurité présentement dans la région? Actuellement, nous ne sommes plus, comme on le dit, dans les grandes batailles rangées. Nous sommes dans une insécurité résiduelle, donc qui a tout son côté pernicieux, qui a son côté insaisissable, à travers des bandes armées, à travers des actions, comme on dit dans les noirs, ce qu'on peut appeler clairement des actions terroristes, comme les JED, ou etc. Et à côté de ça, il y a des braquages, qui sont souvent sous le couvert de sabotage, et également pour des raisons économiques, c'est-à-dire que des groupes qui essaient de survivre en menant des activités plutôt illicites. Mais nous n'avons plus, depuis la signature de l'accord, une belligérance connue ou ouverte entre les groupes armés signataires et les forces armées maliennes. Ça, c'est extrêmement important. Et je pense que de ce point de vue, au-delà de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, il y a ce nouvel espoir qui est né du dialogue national inclusif qui demande à négocier avec tous les autres acteurs qui n'ont pas participé à l'accord, notamment les groupes armés dits terroristes, auxquels la perche est tendue pour qu'ils s'expriment par d'autres moyens que la violence, pour qu'ils sachent qu'ils sont en territoire où ils vivent avec leurs frères et sœurs, pour qu'ils sachent que le mode de production que l'on a est une économie agro-pastorale, pas très loin d'une économie de subsistance, ne peut pas supporter une insécurité totale, permanente,
où les gens ont besoin d'une certaine tranquillité pour reproduire leur système de production qui est l'élevage nomade transhumant et également une agriculture itinérante souvent qui est très peu productive. Je pense que cette perche, cette main tendue aura une réponse favorable et ainsi, en plus des groupes armés signataires, nous aurons les autres groupes qui ne seront pas mis de côté. Ça nous permet d'aller vers une paix plus sûre, une paix véritable. Merci, monsieur le gouverneur. Monsieur Acharatoumane, vous êtes le secrétaire général du MSA. Alors, le 14-15 de ce mois, c'est le congrès, le deuxième congrès ordinaire, justement, du mouvement pour le salut de l'Azawad. Quelle est votre contribution, justement, dans l'amélioration de la situation sécuritaire à Ménaka? Merci Robert. Tout d'abord, mes remerciements les plus sincères à l'équipe d'Africable qui a bien voulu faire le déplacement pour venir dans la région de Ménaka. Sans risque de me tromper, je pense que c'est la première fois qu'une télévision comme Africable se déplace dans les régions du Nord pour tenir un débat de ce genre. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important et c'est quelque chose aussi qu'on doit en réalité aujourd'hui s'allier. Donc ça c'est le petit commentaire que je voulais faire. Aujourd'hui, nous dans la région de Ménaka, comme le gouverneur s'est exprimé tout à l'heure là-dessus, nous à Ménaka, il y a vraiment une dynamique qu'on a mis en place ici depuis 2016. Une dynamique qui consiste vraiment à permettre à l'État de revenir, de s'installer, de permettre le retour des services sociaux de base. Parce qu'au-delà de l'accord d'Alger, nous on est des Ménaka et on est aussi en réalité aussi des populations qui avons beaucoup souffert de la crise de 2012. Donc pour cela, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, les GATIA, les MSA et même une partie de la SEMA, autour du gouverneur, on a construit une dynamique vraiment qui consiste à ramener la paix et la sécurité à travers le retour de l'État et des services sociaux de base. Et je pense que c'est ce qui explique aujourd'hui même la tenue de ce congrès dans lequel on ne sent pas trop la différence entre ceux qui sont FAMA et ceux qui sont en route pour être des FAMA, c'est-à-dire les mouvements qui sont dans cette région. Et quand vous regardez toute cette population qui nous entoure, le gouverneur est là, le président des autorités intérimaires, un notable, moi-même qui suis un chef de groupe armé. Au fait, c'est ça Ménaka. Et c'est ça la dynamique aujourd'hui qu'on est en train d'instaurer pour ramener la paix et la sécurité pour nos populations. Et comme vous le voyez aujourd'hui, tout le monde est en confiance, tout le monde est content. Il y a un espoir que cette rencontre-là a suscité aujourd'hui. Et pour moi, c'est un effort commun. Ce n'est pas quelque chose qui appartient au MSA. C'est à travers d'abord notre gouverneur, notre président des autorités intérimaires, nos notables, notre député, nos maires et tout ça. C'est ensemble qu'on est en train de réussir tout ce que vous voyez là aujourd'hui. D'accord. Merci, monsieur Acharatoumane. Monsieur Ahmed, en tant que président du collège transitoire régional de Ménaka, comment vous organisez-vous justement pour le retour d'une paix définitive, d'une sécurité totale dans la région? Merci beaucoup vraiment. Moi je crois que je vais juste compléter un tout petit peu le gouverneur. Vous savez, cette région, c'est une nouvelle région. Et pour être à ce stade, le gouverneur, l'administration, les mouvements armés locaux et tous les acteurs ont vraiment contribué pour qu'on puisse arriver à ce stade. Nous sommes une nouvelle région, nous manquons de beaucoup de choses. Et ce qui a fait surtout notre force, c'est l'inclusivité. C'est que de tout le temps, nous essayons d'impliquer tout le monde pour que les choses puissent marcher. Par rapport à la sécurité, peut-être c'est la seule région où tous les mouvements armés sont là. Tous les mouvements signataires de l'accord sont en ville de Ménaka ici. Ils sont aux alentours de la ville de Ménaka. Et ils contribuent à la sécurité avec les autres forces, les FAMA et puis la MINUSMA et la force Barkhane. Et surtout, c'est ce qui nous a permis vraiment d'avancer, même si nous avons des difficultés quand même. Nous avons beaucoup d'acquis. Nous avons d'acquis quand même que nous avons préservé, à savoir, c'est-à-dire la présence de tous les Ménakois, de tous ceux qui sont de Ménaka, qu'ils soient de la SEMA, qu'ils soient de la plateforme, qu'ils soient de l'État, qu'ils soient de tous les côtés. Ils sont tous là
même si certains sont faibles, même si certains sont plus forts, on essaie quand même d'avoir tout le monde pour qu'on puisse avancer. C'est ça vraiment notre point fort. Et comme toute chose dans la vie, nous avons quand même les conséquences d'avoir tout le monde ensemble. Nous avons aussi les avantages d'avoir tout le monde ensemble. On avance, mais lentement et sûrement avec tout le monde. D'accord. Merci, Monsieur Ahmed. Monsieur Youssouf, vous êtes cadre de MENACA, vous êtes personne ressource pour nous-mêmes africables. C'est pour cela que nous vous avons invité à participer à ces débats. Après ce premier tour de table, alors, qu'est-ce que vous retenez, vous, par rapport à la situation sécuritaire à MENACA et qu'est-ce qu'on peut faire pour davantage améliorer alors, la sécurité dans la ville et dans toute la région? Pour le MSA, c'est Moussa Karatima d'avoir organisé ce forum, ce congrès, et qui a permis vraiment une très grande retrouvaille de toute la population de la région de MENACA. Et vraiment par rapport à la sécurité, parce que ce que mes prédécesseurs ont dit, c'est ça la vérité, c'est pertinent. Et la sécurité est vraiment en train d'évoluer. Donc ce n'était pas comme en 2012, il y avait effectivement les batailles rangées. Après ça a évolué, n'est-ce pas? Ça a évolué, chaque année ça évolue. Et maintenant, Dieu merci, grâce à la mutualisation des efforts de tout le monde, de tous les acteurs, vraiment je pense que ça évolue dans le bon sens. En ce sens qu'il y a quelques mois, vraiment MENACA était d'actualité. Vraiment par rapport à la sécurité. Donc quand même depuis un certain temps, il y a lieu de remarquer vraiment que ça promet. Il y a vraiment une dynamique qui est là vraiment pour que la situation se normalise. Et comme vous le savez, il y a un moment, les ONG internationales ont pris de recul, ils ont même suspendu leurs activités. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est fait dans le cadre de la sécurité, comme je l'ai dit, par toutes les forces ici en présence, le gouvernement malien, le groupe armé, les forces partenaires comme la MINUSMA. Et je pense que cela a permis en tout cas le retour de ces humanitaires. Et maintenant, je pense que l'espoir est bon. D'accord. Merci, Monsieur Youssouf. Monsieur le gouverneur. Alors, nous constatons toujours quand même qu'il y a quelques incidents de temps à autre. Vous-même, vous avez parlé d'insécurité résiduelle. Et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec l'armée reconstituée qui doit quand même contribuer justement au renforcement de la sécurité dans toute la région? Merci beaucoup. Donc on peut dire que vous avez assisté au retour de l'armée reconstituée, constituée, oui c'est ça, des FAMA, de la SEMA, de la plateforme à Kidal. D'autres bataillons sont arrivés à Gao et à Tombouctou. Et à MENACA, nous avons, pas plus tard qu'avant-hier, reçu une compagnie de cette armée reconstituée qui est arrivée, qui a mis 4 jours en Transongo MENACA après plusieurs harcèlements et l'appui de la force Barkhane est finalement arrivé à MENACA. C'est un pas de géant. C'est un pas de géant parce que nous sommes en train de constituer ainsi l'embryon de notre avenir sécuritaire. De notre avenir sécuritaire. Les éléments qui constituent cette armée reconstituée sont des éléments du terroir qui connaissent. Et c'est une porte ouverte, c'est un début, donc c'est comme une boule de neige qui va continuer à grossir, et un jour, toutes nos forces armées qui circulent ici, des différents groupes armés, pourront défendre les couleurs d'un seul pays, d'une seule nation, le Mali, quelle que soit leur obédience avant. Et ici, à MENACA, vous l'avez constaté, nous n'excluons aucune bannière, aucun fanion, aucune idée, mais tout cela se fait dans le respect des autres. C'est ce qui nous permet d'avancer ensemble. Alors, une fois qu'on n'est pas dans l'exclusion de son voisin de droite ou de gauche, nous pouvons, malgré nos différences, malgré nos points de vue, malgré nos couleurs même, et nos idées, avancer ensemble vers un objectif commun que nous avons nous-mêmes fixé, c'est-à-dire le Mali d'abord.
la nation malienne d'abord, qui n'existe que par la diversité de la plateforme, de la SEMA, du MSA et d'autres, et d'autres, et d'autres. Donc c'est ça. Et l'armée les constituée, c'est l'embryon de cela. Merci, monsieur le gouverneur. Monsieur Achratoumane, nous constatons, nous voyons sur le terrain quand même la présence de beaucoup de forces. Monsieur le gouverneur le disait tout de suite, la plateforme, la SEMA, Gacha, MSA, nous avons les FAMA, nous avons Barkhane. Comment se passe la cohabitation présentement de toutes ces forces-là sur le terrain? Bon, en réalité, la cohabitation se passe très bien parce que je pense que toutes ces forces-là ont en commun, en tout cas, le vœu de rétablir la paix et la sécurité pour la région de Ménaka. C'est vraiment les points communs à toute cette présence-là. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, comme je le disais tout à l'heure, Ménaka, c'est une région, en tout cas, qui fait des efforts qui méritent d'être connus. À Ménaka, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, à travers le gouverneur, on a été, sans risque de me tromper, la seule région dans laquelle les groupes armés se sont mis avec les FAMA pour faire les premières patrouilles mixtes, indépendamment même de l'accord de paix. C'est extrêmement important. C'est une initiative locale, à travers notre gouverneur, les notables de la région, les chefs des mouvements. On a organisé les premières patrouilles mixtes ici à Ménaka. Nous avons aussi, sans risque de me tromper, avoir été les seuls groupes présents dans une région dont ils sont majoritaires qui ont clairement pris position face c'est-à-dire à tous ceux qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de la continuité de l'État. Ça aussi, c'est une deuxième chose qui est extrêmement importante en réalité à comprendre. Troisième chose, c'est que nous sommes aussi des groupes qui collaborons avec les FAMA, mais aussi avec les forces internationales. Et sans risque aussi de me tromper, en tout cas dans l'actualité récente, nous avons été les seuls qui nous sommes affichés sans complexe avec ces forces-là pour un seul et unique objectif, vraiment d'établir la paix et la sécurité pour notre région, la région de Ménaka. Donc la présence de toutes ces forces-là, le point commun qu'on a, c'est cet objectif de rétablir la paix et la sécurité à Ménaka, mais ce n'est pas facile. Parce que Ménaka, c'est une région qui est extrêmement peuplée. Par exemple, comparé à Kidal, Ménaka, c'est 2 ou 3 fois plus peuplé que la région de Kidal, ce que beaucoup de gens peut-être ne savent pas. Et puis on est dans une zone aussi, c'est-à-dire où on a une longue frontière avec le Niger. Et les frontières, c'est des zones qui ne sont jamais très stables. Et on fait face à une organisation qui n'a pas que des enfants de cœur à son sein et qui nous cause beaucoup de problèmes. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait notre force et notre capacité de résilience, c'est cette manière de nous mettre ensemble, de converger vers le même objectif, de rétablir la paix et la sécurité. Voilà, merci beaucoup. Et en même temps, nous savons que récemment, bon, pas aussi récent que ça, mais il n'y a pas longtemps, il y a eu des accrochages quand même entre groupes armés. Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes désormais à l'abri en fait de tout retour en fait des hostilités entre ces différents groupes armés? Bon, je pense que ce qui s'est passé, c'est un événement malheureux, un événement très malheureux. Ce n'était pas en réalité vraiment des confrontations, c'est-à-dire entre deux grands ensembles. C'est un événement malheureux qui s'est passé. Je pense qu'à la suite de ça, il y a eu des discussions ici à Ménaka entre les chefs des différentes entités. Un accord a été trouvé, l'incident a été mis derrière nous et on est dans une phase de règlement de tout cela. Parce que Ménaka, on a beaucoup de problèmes. Ce n'est pas seulement dit à cet incident-là, il y a d'autres aspects. Mais le plus important, c'est que les gens ont posé une base, c'est-à-dire désormais du règlement de leurs différends. Et c'est ce qui est important. Donc à Ménaka, aujourd'hui, il n'y a pas de belligérance, il n'y a pas de problème en réalité entre les groupes armés, ni entre les groupes et l'État, ni entre les groupes et les partenaires. Vraiment, ici, les gens n'ont aucun problème entre eux, à ma connaissance. Et ce qui s'est passé, c'était un événement malheureux. On a trouvé un accord. Et aujourd'hui, on est dans le cadre de règlement de toutes ces petites différences-là qui peuvent opposer les groupes. Merci, M. Achratoumane. Oui, allez-y. Je voudrais rappeler qu'ici à Ménaka, comme l'a dit mon prédécesseur, nous avons eu des arrangements sécuritaires entre les grands regroupements, entre la SEMA, la plateforme, donc le MSA. Suite à beaucoup de petites escarmouches d'événements, ce qui veut dire que ces événements sont du détail, ils sont fort clos. Nous avons eu la présence ici à Ménaka du président de la SEMA, du président de la plateforme, pour régler une fois pour toutes les différends qui peuvent surgir entre les combattants, entre les communautés. Toute la levée de boucliers,
que les ennemis de la paix avaient espéré a été enterré en un tour de main par ces mêmes acteurs qui ont utilisé également les regroupements sociaux comme le Conseil supérieur des Imams, par exemple, comme d'autres regroupements sociaux, comme les leaders, les religieux, différents théologiens, pour que, malgré la présence des armes, que ces armes se taisent, pour que malgré tout ce qui s'est dit, qu'il n'y ait pas de coup de feu, qu'il n'y ait pas de violence, qu'il n'y ait pas de rapine, qu'il n'y ait pas de vengeance. Et c'est ce qui a eu lieu. Et les gens qui nous entourent ici sont là parce qu'ils espèrent. Ils ont espéré que cela existe et cela a existé. Je pense que cette dynamique est propre à Ménaka. C'est une construction de la paix, malgré toutes les difficultés et malgré malgré tous les problèmes que nous avons ici. C'est cette capacité des populations, des groupes armés, des notables, des théologiens de Ménaka, de faire que la population se retrouve, les notables se retrouvent, les groupes se retrouvent, les jeunes se retrouvent, pour garder la région dans une certaine forme de tranquillité. Et je pense que c'est la plus grande barrière également que nous opposons à nos ennemis. Elle est infranchissable tant qu'elle est là. Cette ceinture que vous voyez autour de nous, faite par la population, c'est cette ceinture que nous construisons dans les cœurs des uns et des autres pour que la paix et la quiétude soient de mise. Merci. Merci, monsieur le gouverneur. Monsieur Ahmed, cette ceinture dans les cœurs pour la cohésion, pour la communion, est-ce qu'elle est ressentie par les populations? Comment les populations, en fait, contribuent, participent au processus aux côtés alors, des autorités, aux côtés des groupes armés? Merci beaucoup. Maintenant, par rapport à la population en réalité, c'est elle qui est victime de tout ce qui peut arriver dans cette région. C'est elle seulement la première victime. Du coup, tout ce qu'elle peut apporter comme appui à la réconciliation, à la cohésion sociale, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Et nous avons une preuve déjà qui est là. On leur a fait appel pour ce congrès qui va dans le sens de la réconciliation, qui va dans le sens de la cohésion sociale. Et ils sont là. Ils sont là. Nous avons des milliers de personnes ici qui ont répondu à l'appel de la réconciliation, à l'appel de la paix, pas à l'appel d'une guerre ou à l'appel de combat ou à l'appel pour créer des problèmes internes. Et de tout le temps aussi, nos leaders communautaires, le chef de fraction, le chef de village, les élus des autres communes et autres cercles, ils sont tout le temps là. Ils sont tout le temps là pour essayer de participer activement à ce qui est la réconciliation. Mais allez-y. D'autre part, je tiens quand même à signaler que Ménaka est composé de 4 cercles. Et ces 4 cercles-là, il y a des problèmes qui se passent au niveau de ces cercles-là. Et ces problèmes sont résolus au niveau de ces cercles. Nous avons plus de 21 communes où des problèmes se passent et ils résolvent leurs problèmes à leur manière. C'est seulement quand il y a des problèmes qui leur dépassent ou des problèmes entre des mouvements armés ou des problèmes, c'est pour ces problèmes seulement qu'on fait appel, on est obligé de faire appel à des acteurs un peu plus sommés pour essayer de résoudre. Sinon, les problèmes que ces acteurs locaux résolvent à longueur de journée, de 2012 à nos jours, nous n'avons pas l'État, nous n'avons pas de juges, nous n'avons aucune source pour pouvoir résoudre certains problèmes, à part ces acteurs locaux, à part ces personnes ressources, à part nos religieux, ce sont ces acteurs-là qui tiennent cette région. D'accord.
Voilà. Merci, Monsieur Ahmed. Monsieur Youssouf, alors, des autorités, des acteurs qui demandent la paix, qui font tout pour la paix, est-ce que nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que les populations aussi agissent véritablement dans le même sens et ne demandent que la paix? Merci. Les populations, en réalité, au niveau de la région de Ménaka, ne veulent que la paix. Elles ne veulent que la paix, parce qu'elles subissent vraiment les conséquences de cette insécurité. Parce que les services sociaux de base, en réalité, n'arrivent pas à aller partout. Il y a assez de partenaires, il y a assez de programmes mis en œuvre par l'État malien avec un plan qui respecte ses partenaires, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à aller partout comme ils le souhaitent. Et cela est dû à l'insécurité. Et ces populations non atteintes par les programmes de développement en réalité ne souhaitent qu'être appuyées, qu'être aidées, qu'être atteintes par ces services sociaux de base. Mais malheureusement, cela n'est pas le cas partout au Mali. C'est pourquoi les populations, en réalité, s'associent à tout ce qui est de nature, en tout cas, à assurer la sécurité, la paix et la tranquillité au niveau de la région de Ménaka. C'est pourquoi il s'agit aussi toutes les initiatives, en tout cas, entreprises par les autorités, les groupes armés, les forces partenaires, pour que la stabilité et la tranquillité, en tout cas, soient remises au niveau de la région de Ménaka. Merci, Monsieur Soufa, Monsieur le gouverneur. Alors, un appel à l'endroit de l'État, des partenaires du Mali pour davantage encourager toutes les initiatives au niveau local ici, dans le cadre du renforcement de la paix et de la sécurité. Bien. Moi, je ne pourrais que encourager ce genre de forum. Parce que ce genre de forum, ce n'est pas que le forum du MSA, c'est le forum de Ménakois, où il se retrouve. Et ça a été dit par mes prédécesseurs, c'est l'espoir de revoir la paix revenir. C'est l'espoir de lendemain meilleur. Donc, j'encourage tous les partenaires. Il y a des organisations qui sont spécialisées dans l'appui à la stabilisation, d'appuyer les élus de Ménaka, les administrations à Ménaka, les ONG à Ménaka, dans le sens de la paix. C'est un appel également que nous vous lançons à vous, Africable, et à d'autres collègues à vous, de s'intéresser à cette région. Il n'y a pas que du malheur ici, ni des attaques. Il y a également une vie sociale. Il y a tous ces hommes et ces femmes que vous voyez, qui ont l'espoir que la situation va s'améliorer. Et ça, c'est en se s'ouvrant, en se partageant avec le reste du monde, en partageant l'information, je pense que cela se concrétisera au mieux. À notre État, nous avons eu notre Premier ministre qui est arrivé il y a quelques semaines. Et je pense que ce qu'il a vu, entendu et ce qu'il a promis est à hauteur de satisfaction. Donc c'est ce qu'on peut dire par rapport à cela. D'accord. Retour sur le plateau, mesdames, messieurs. Nous sommes toujours avec nos invités depuis Ménaka sur une très belle dune. Et comme vous pouvez voir, c'est une véritable émission spéciale politique aujourd'hui. Et donc, après quelques tours de table, monsieur Ibrahim Diawara de Malien tout court nous rejoint. Monsieur Diawara, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Dissa. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, monsieur Diawara, en tant que Malien tout court, vous avez toujours prêché la paix. On vous a vu sur plusieurs forums, dans beaucoup de congrès, à Gundam, à Mopti, Badjangara. On vous a vu à Ber. Maintenant, vous êtes à Ménaka dans le cadre du deuxième congrès du MSA. Alors, quelles sont vos impressions ici sur le terrain? Bonjour tout le monde. Bonjour à monsieur le gouverneur, au président de l'autorité intermaire, au secrétaire général de MSA. Approchez le micro et parlez un peu plus. Au secrétaire général de MSA. Alors, j'étais agréablement surpris par l'organisation, par la qualité de l'organisation, agréablement surpris par l'accueil, agréablement surpris surtout par la mobilisation de la population de Ménaka. Bravo, c'était pas évident. Ça m'a permis de comprendre un peu, parce que quand on se déplace pas, quand on ne vient pas sur le terrain, c'est difficile de comprendre. Et ça m'a permis de comprendre l'engagement du mouvement MSA pour le pays.
pour le Mali. Et ça m'a permis aussi de comprendre l'engagement de la population de Ménaka pour le Mali. C'était pas évident. Et pour moi, avant de venir, c'était un autre jugement. Mais lorsque je suis venu à Ménaka, c'est une autre manière de voir les choses. Et croyez-vous au retour de la paix? Ah oui. J'avoue que la preuve, le Malien tout court est là. Le Malien tout court est là parce que, comme vous le savez, le Malien tout court, c'est le Mali. Et si on nous invite en tant que Malien tout court, déjà ça veut dire que c'est la paix. C'est le retour de la paix. Et nous avons été très bien accueillis par la population de Ménaka. Donc ça nous démontre encore une fois que les gens sont engagés de le voir de la paix et que déjà la paix s'est installée ici depuis longtemps. Donc il faut remercier le mouvement MSA par rapport à ça. D'accord. Merci M. Diawara. M. Acharatou Man, quels sont les grands défis de développement ici à Ménaka? Ménaka, en réalité, c'est une nouvelle région c'est-à-dire qui a besoin d'être accompagné et d'être aidé beaucoup sur le plan du développement. Parce que, comme vous pouvez le remarquer ici, nous sommes une jeune région qui manque en réalité de beaucoup de choses. Mais pour moi, le plus important d'abord, c'est vraiment en termes de services sociaux de base, c'est-à-dire les droits élémentaires, qui sont pour moi l'accès à l'éducation. On a beaucoup d'écoles, c'est vrai, qui ont été construites un peu partout, peut-être pas d'une manière très organisée, mais en tout cas ces écoles-là aujourd'hui manquent de beaucoup de choses. D'abord il y a des problèmes d'enseignants, je prends l'exemple même du lycée de Ménaka ici. À ma connaissance, c'était même une bonne partie des enseignants, même ce sont des jeunes volontaires de Ménaka qui ont accepté, c'est-à-dire de se mettre au service du lycée et des enfants de Ménaka pour dispenser des cours malgré qu'ils ne sont pas recrutés en tant que des fonctionnaires qui sont payés par l'État. Et les lycées de Ménaka connaissent beaucoup de problèmes, il y a des problèmes d'enseignants, ils n'ont pas une salle informatique, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui manquent, alors que la volonté qui est la plus importante, elle ne manque pas dans cette région. La population, tout le monde a compris l'importance de l'éducation ici dans cette région et tout le monde est prêt aujourd'hui à envoyer ses enfants à l'école. Mais par contre, en termes d'éducation, il n'y a pas les infrastructures nécessaires, il n'y a pas des enseignants qu'il faut pour toutes les classes, pour toutes les écoles. Peut-être même en termes de fournitures, il y a des manquements. Donc sur ce plan-là, la région de Ménaka a vraiment besoin d'être aidée. Parce que moi, comme j'ai l'habitude de le dire, le plus grand problème que nos communautés et notre espace, c'est-à-dire surtout du nord du Mali, connaît, c'est vraiment le fait que la majorité de nos populations, une bonne partie de nos populations n'ont pas été à l'école. Beaucoup de nos parents, en tout cas, n'ont pas eu cette chance d'aller à l'école et d'apprendre. Et cet apprentissage-là, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important sur lequel désormais on doit se concentrer, on doit mettre des efforts là-dessus. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est l'accès à la santé. Et aujourd'hui, au Ménaka, on n'a pas un hôpital digne de ce nom. Quand on a des malades ici, on est obligé de les évacuer, soit sur Niamey, soit sur Gao, et avec toutes les difficultés du monde. Parce qu'on n'a pas de routes, l'aménagement, ce n'est pas toujours accessible, l'aéroport, vous avez vu dans quel état il est. Donc une région comme Ménaka normalement ne doit pas être dans cette situation-là. Ménaka doit avoir un hôpital digne de ce nom qui puisse vraiment prendre en charge tous les malades de la région, ce qui n'est pas le cas et c'est même très loin d'être le cas. Le troisième aspect sur lequel je voulais intervenir, c'est l'accès à l'eau. Comme on le dit chez nous ici, Aman, Iman, l'eau c'est la vie. Et nous sommes des populations majoritairement nomades. Notre économie est basée essentiellement sur l'élevage. Et quand des nomades n'ont pas accès à l'eau, c'est même leur vie qui est remise en cause. Et ça, c'est une difficulté que nos populations, que notre région a, sur laquelle vraiment on souhaite être aidé et être accompagné. Aidé justement par qui? Aidé d'abord par notre État, parce que pour moi, nous, on a un devoir vis-à-vis de notre État et notre État aussi a des droits qu'il doit donner à ces populations. Et l'accès à l'eau, pour moi, en fait partie, tout comme la santé, tout comme l'éducation. Pour moi, c'est l'État d'abord qui doit accentuer les efforts sur ces trois aspects-là dans la région de Ménaka pour que ces choses-là soient accessibles à nos populations. En ce moment-là, il pourra demander aux partenaires et aux autres d'intervenir. Parce que pour moi, il faut s'aider soi-même avant de demander de l'aide à autrui. Mais quand on ne s'aide pas soi-même, les autres auront toujours un complexe
ou bien seront hésitants pour vous aider. Et je pense que l'État du Mali aujourd'hui doit regarder cette jeune région qui pour moi fournit beaucoup d'efforts et qui est en train de montrer sa volonté vraiment de rétablir la paix et la sécurité, d'aller de l'avant. Et vraiment, je pense que c'est une région qui doit aujourd'hui être accompagnée, être aidée, surtout dans les domaines du développement, parce que la plupart des problèmes qu'on a aujourd'hui, pour moi, c'est lié au sous-développement, c'est lié au manque à l'éducation, à la santé, à l'eau, aux infrastructures, aux routes, à une piste d'atterrissage. Toutes ces choses-là, c'est des choses extrêmement importantes. Même si je sais que l'État et ses partenaires font beaucoup d'efforts, je vais laisser les spécialistes parler de cela. Mais je pense que Ménaka, en tout cas, a besoin d'être aidé. D'accord. Merci, monsieur Ashratoumane. Monsieur le gouverneur, quels sont les grands atouts de la région pour amorcer véritablement son développement? Merci beaucoup. Donc, pour parler de la question de développement, mes interlocuteurs ont déjà parlé de la jeunesse de la région. Nous sommes une région jeune qui a besoin de tout. D'abord, je pense que le plus grand challenge, c'est la route Ansongo, Ménaka, Andirambukan, frontière du Niger. Pour être court, la RN20. Alors cette route, c'est le cordon ombilical qui nous lie à Gao, au Niger et tout. Si elle est réalisée, 80% de nos problèmes sont résolus. Mais je voudrais dire également que, en quelques années, comme on dit, après la naissance déjà, disons le développement de la région à partir de 2016, beaucoup de choses ont été faites. Par exemple, quand on prend la KfW, la coopération allemande, qui a des accords avec la République du Mali, de prêt ou de don, la FD intervient pour la région de Ménaka entre les différents projets qu'elle finance. Le DDM, l'appui de programmes pour les ONG comme IRC et d'autres, l'appui à l'autorité intérimaire, etc., intervient pour 20 millions d'euros dans la région de Ménaka. La KfW intervient pour 18 millions et demi d'euros dans la région de Ménaka. Ce n'est pas rien. La plupart des intervenants ONG, etc., ont des fonds qui sont négociés souvent également par la région, donc l'autorité intérimaire, le gouvernorat ou même certains départements. Ce qui est important, c'est que nous savons que l'État a une attention particulière. Moi, nous voulons, comme on dit, toujours un peu plus. Quand on nous dit que la RN20 est prévue dans le plan urgent des actions du G5 Sahel, pour nous c'est encore un peu loin. Nous voulons que ce soit un peu plus rapide. Quand on parle de l'eau, ici quand on parle de l'eau, c'est une denrée rare, c'est une denrée nécessaire. Nous sommes dans un désert, nous sommes à 150 mm d'eau par an. C'est une bonne petite pluie de Bamako, c'est ce que nous avons par an. Donc les problèmes d'eau sont là, alors que les pâturages que consomment nos animaux et l'eau pastorale, c'est ça, l'essence même de notre économie productive. Donc nous avons besoin de ça. Je voudrais signaler que malgré la jeunesse de la région, beaucoup de choses sont en train d'être faites. Tous les humanitaires qui interviennent à Ménaka interviennent parce que l'État l'a voulu. Ce sont des accords cadres qui sont signés pour qu'ils aillent très loin. Et tous ces grands programmes sont soit des prêts pris par l'État malien ou soit des dons négociés par l'État malien. Donc en fait, il n'y a pas deux vitesses de développement. C'est l'État malien qui investit ici à travers des prêts ou des dons, ou qui encourage des humanitaires ou des ONG à intervenir là où ils n'arrivent pas. Ça, c'est très important. Donc l'État n'abandonne pas les populations de Ménaka. Je suis un spécialiste de développement, je ne parle pas en tant que gouverneur pour défendre mon État tout, je dis la réalité des choses. Mais les besoins sont tellement nombreux, tellement pressants, que nous sommes en train de tirer toujours sur la sonnette d'alarme. Cette route est une nécessité, cet aéroport est une nécessité. Et nous savons que maintenant, pour l'électricité, nous avons 22 heures sur 24 d'électrification, ce qui permet de tourner les pompes de l'adduction d'eau, mais ce n'est pas suffisant. Il y a des quartiers qui n'ont pas d'eau à Ménaka. Il y a des endroits où le réseau d'adduction n'est pas arrivé. Nous pensons que nous devons être sécurisés par rapport à un système hybride, comme ailleurs, stations thermiques et solaires. Nous avons toutes ces ambitions, pas seulement pour la ville de Ménaka, mais également pour Andrambukan, pour Inekar, pour Tidarmen, pour d'autres contrées, pour Tinagarov, pour Anouzigren, pour d'autres endroits où la population se concentre. La dynamique de développement et d'urbanisation de la région de Ménaka est extrêmement rapide. Et les infrastructures n'accompagnent pas. Nous avons besoin qu'une ville comme Tinagarov ait son adduction d'eau propre.
que les gens aient l'eau courante, qu'ils aient l'électricité. C'est un droit pour eux. C'est pareil pour toutes les autres agglomérations de la région de Ménaka qui se sont développées aujourd'hui par le travail de leurs propres citoyens, de leur propre communauté. Et aujourd'hui, nous demandons ce que les autres régions ont et le plus vite possible. Donc voilà un peu notre enjeu. Merci monsieur le gouverneur. Monsieur Ahmed, vous êtes le président du collège transitoire régional. Pouvez-vous nous parler alors des atouts de la région pour pouvoir bien se développer? Voilà, merci beaucoup. D'abord, la région de Ménaka, il faut reconnaître que c'est une région très vaste, 80 000 km, sur lesquels il n'y avait rien. Mais quand même, il faut reconnaître quand même que nous avons des atouts. Nous avons d'abord des atouts sur lesquels on peut surtout compter, ce sont les bras valides qui sont là, des jeunes qui sont là. Nous avons un territoire riche, nous avons l'élevage, nous avons l'artisanat, nous avons aussi des acteurs locaux qui sont prêts vraiment à nous accompagner, qui sont prêts à accompagner le partenaire de développement, qui sont prêts à faciliter la mise en œuvre de tous les programmes qui sont destinés à leur population, malgré les difficultés de ces moments qui sont liées à l'insécurité, qui sont liées à la présence des mouvements armés dans la région. En tout cas, il y a des acteurs locaux, y compris même les mouvements armés, qui sont prêts vraiment à nous accompagner pour la mise en œuvre de tous les programmes qui concernent le développement. Mais aujourd'hui, allez-y. Aujourd'hui, au nord, la plupart des partenaires disent problème d'insécurité, on ne peut pas investir, on ne peut pas faire ça. Et les mouvements armés locaux qui sont là, le leader, c'est-à-dire sont prêts à accompagner tous les partenaires pour investir sur toute l'étendue du territoire de la région. Et l'insécurité n'est plus un prétexte pour ne pas investir. D'accord. Est-ce que les populations sont assez bien préparées et formées pour relever tous les défis de développement qui se posent à eux si elles ont l'accompagnement justement de l'État et d'autres partenaires? Je crois que pour certaines actions de développement, on doit commencer d'abord par préparer la population elle-même, parce qu'il y a certains investissements, quand on les met à la disposition des populations sans un minimum de renforcement des capacités, ils ne peuvent pas les exploiter. Donc cette richesse que nous avons, ce potentiel que nous avons sur l'étendue du territoire de la région de Ménaka, c'est à l'État d'exploiter ça d'une manière ou d'une autre. C'est à l'État de comment on l'appelle, de sensibiliser, s'il y a de sensibiliser pour bon usage des infrastructures ou des investissements de développement ou autres. Et tout est à faire. Tout est à faire des renforcements de capacités, des formations, aux réalisations et à l'usage. D'accord. Merci beaucoup, M. Ahmed. M. Diawara, un mot sur le développement de la région de Ménaka? Ce que je voulais dire, la paix s'installe à Ménaka. La paix s'installe à Ménaka, c'est évident, on le voit, c'est visible partout. Mais ça ne suffit pas. Il faut accompagner cette paix. Il faut l'accompagner par le développement. Alors, qui parle de développement parle de bonne gouvernance. Bonne gouvernance, parce que, comme vous le savez, l'État n'a pas beaucoup de moyens. L'État a peu de moyens. Mais ce petit moyen que l'État a, on doit pouvoir bien le gérer. Bien le gérer au profit de nos populations. Pour que, enfin, que le développement, tant entendu, soit, voit le jour, soit amorcé. C'est extrêmement important. Parce que sans développement, c'est la répétition de l'histoire.
c'est les rébellions, que Dieu nous en garde, qui va recommencer. Donc il faut qu'on investisse, il faut qu'on nous accompagne pour amener des fonds pour développer la raison, pour canaliser cette jeunesse qui est là positivement, en leur donnant du boulot, en les occupant par des micro-projets, par des projets d'agriculture, par de petites industries, par des projets qui les permettent vraiment de sortir dans ce sucre infernal de violence. C'est extrêmement important. Si nous ne gagnons pas ça, Dieu nous en garde, on risque de tomber dans les mêmes erreurs. Il faut occuper cette jeunesse. Cette jeunesse est dynamique et cette jeunesse n'attend que ça. Donc c'est comme ça qu'il voit. Il est impératif d'amorcer le développement de la région. D'ailleurs partout au Mali, partout, surtout au niveau de toutes les régions du Mali sans exception, il faut que le développement commence. C'est extrêmement important. Merci à M. Diawara, M. Acharatoumane, en guise de dernier mot, paix et développement à Ménaka, à quel prix? Bon, au prix déjà que vous voyez, parce que les actes souvent sont mieux que les paroles. Aujourd'hui, à travers la rencontre dont on est en train d'avancer vers la fin, c'est l'expression en réalité de cette volonté de toute la population de Ménaka, toute ethnie, toute couleur confondue, vraiment d'aller vers la paix. Aujourd'hui, tout ce beau monde que vous voyez réunis, avec leurs notables, avec leurs généraux, avec leurs gouverneurs, avec leurs présidents, aujourd'hui, je pense que c'est l'expression la plus visible, vraiment du souhait de cette population d'aller vers la paix et la réconciliation. Pour cela, je profite de la télévision africable pour vraiment lancer un appel pressant à tous ceux qui veulent aider, qui veulent accompagner cette région, vraiment à leur dire que c'est le moment. C'est le moment de venir à Ménaka, c'est le moment d'aider Ménaka, c'est le moment d'accompagner Ménaka, c'est le moment vraiment d'encourager cette dynamique-là que les gens sont en train de faire avec beaucoup de sacrifices. Parce que dans cette région, moi, je félicite d'abord nos communautés et nos populations parce qu'ils ont développé ce que moi j'appelle la résilience. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré les tueries, malgré tout ce qui s'est passé, nos populations n'ont jamais migré. Ils n'ont jamais quitté chez eux. Ils ont supporté la mort, ils ont supporté la soif, ils ont supporté beaucoup de choses parce que tout simplement, ils ne veulent pas partir de chez eux. Je pense que ça, c'est un message, c'est un écho qui doit retentir dans toutes les oreilles, dans tous les cœurs, dans tous les esprits pour qu'aujourd'hui, on sache que cette population-là, si on fait un peu pour elle, en réalité, c'est des gens qui ont beaucoup de capacités et de réconciliation et de développement parce qu'ici, c'est une région où même les populations, malgré les peu de moyens qu'ils ont, ils arrivent à développer une économie locale qui permet en tout cas de maintenir un stade standard, c'est-à-dire de vie un peu normale. S'ils étaient un tout petit peu accompagnés, je pense que c'est une région qui a beaucoup de potentialité et qui peut aller de l'avant. Les groupes armés qui sont dans cette région, il faut qu'on l'inscrit dans l'agenda pour toujours. Ils sont là dans la logique de la paix, ils sont avec leurs gouverneurs, ils sont avec l'État, ils sont avec tous les partenaires. Et ici, c'est la paix qu'on veut, rien que la paix, et on la veut tout de suite. Merci, Monsieur Moussa Aga Acharatoumane. Mesdames, Messieurs, vous suivez l'émission politique Le Débat, émission spéciale cette fois-ci, Africable à Ménaka, avec le thème Ménaka, entre les défis de la paix et du développement. Et pour en parler, Mesdames, Messieurs, nous avons eu l'immense plaisir, l'honneur de recevoir justement Monsieur Moussa Aga Acharatoumane, secrétaire général du MSA, Mouvement pour le salut de l'Azawad, M. Daouda Maïga, gouverneur de Ménaka, M. Abdulwahab Ag Ahmed Mohamed, président du collège transitoire régional de Ménaka. Dans la première partie, nous étions en compagnie, comme quatrième invité, de M. Youssouf Ag Mohamed, cadre de Ménaka, que nous avons fait venir comme personne ressource. Et dans la deuxième partie, nous avons eu encore là l'immense plaisir de recevoir M. Ibrahim Diawara, président de Malien tout court. Et comme je vous l'ai dit, Africable à Ménaka, et c'est toute l'équipe qui est là, que nous remercions, mesdames, messieurs.
Menaka, les défis et les enjeux du développement avec M. Francisco Osler. Il est le chef du bureau MINUSMA à Menaka. Monsieur Osler, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous sommes aussi avec M. Alassane Djité, il est le président de la coordination des mouvements des forces patriotiques de résistance. M. Djité, bonjour et bienvenue. Ouais, bonjour. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi. Merci. Notre troisième invité est M. Fad Agal Mahmoud, secrétaire général du Gacha, président de la plateforme. M. Fad, bonjour, merci. Bonjour. Merci vraiment. C'est à moi de vous remercier. Merci énormément. Notre quatrième invité est M. Moulay Ahmed Ould Moulay, porte-parole de la plateforme. Moulay, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Dissa, bonjour. Merci beaucoup. Et enfin, nous sommes avec l'honorable Bajan Ag Amato, député élu à Menaka, vice-président de l'Assemblée nationale. Honorable, bonjour. Oui, bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur Djité, pouvez-vous nous parler des besoins de développement de Menaka? Bonjour, je remercie d'abord tout le monde. Nous sommes arrivés à Menaka, on nous a été très bien reçus, mais nous avons constaté malheureusement que la population a soif de développement et de paix aujourd'hui. En tout cas, sur les visages que je vois ici, les gens ont besoin de développement. Tant qu'il n'y a pas de développement, on ne pourra pas parler de paix. Donc les deux se suivent. En ce moment-là, nous sommes à Menaka pour ce faire-là. Le congrès pour lequel nous sommes arrivés a beaucoup parlé de paix et de sécurité. Donc nous allons dans ce sens-là. Nous souhaitons que la population ait ce qu'elle veut. C'est quoi le développement? C'est quoi? C'est la sécurité. C'est la santé. Les enfants ont besoin d'aller à l'école, les femmes ont besoin d'avoir des maternités, d'avoir les routes surtout, parce que le développement passe par là aussi également. Donc pour le moment, je m'en tiens à ça en attendant de continuer. Mais qu'est-ce que vous voyez pour appuyer le développement à Menaka? C'est-à-dire dans quel sens? Que ce soit l'État, que ce soit d'autres partenaires? Nous avons des partenaires. D'abord nous d'abord. Après maintenant les partenaires. Le Mali et les partenaires. Parce qu'il faut obligatoirement ces deux éléments essentiels pour qu'on puisse avancer. Donc nous avons la MINUSMA, nous avons Barkhane, mais nous d'abord, avant les autres. Et le Mali d'abord, après nous, le Mali et les autres. Voilà. Merci M. Djité. M. Moulay, vous êtes à Menaka dans le cadre du deuxième congrès ordinaire du MSA, Mouvement pour le salut de l'Azawad. Nous avons vu hier à la cérémonie d'ouverture, nous avons entendu beaucoup de discours. Alors, qu'est-ce que ce congrès vous suscite en vous en termes de paix, en termes d'espoir pour la région? Merci beaucoup Dissa. Vous avez déjà à travers Africable, souvent vous nous avez donné l'occasion d'intervenir, de nous adresser à l'opinion nationale et internationale. Cette fois-ci, exceptionnellement, vous nous donnez l'occasion de parler, de nous adresser à l'opinion nationale du Mali, à l'opinion nationale internationale, sur une dune de Menaka. C'est très beau, on est très fiers. Ceci dit, ce qui frappe dans le congrès auquel nous assistons depuis hier, c'est la jeunesse des participants. Si vous regardez un peu autour de vous, c'est des jeunes qui nous entourent. Ceci signifie beaucoup de choses. Ce qui frappe, c'est que tour à tour, le gouverneur de la région, le chef de bureau de la MINUSMA, le secrétaire général du MSA, les différentes personnalités qui ont parlé, tous sans exception ont dit on a besoin de paix, on a besoin de cohésion sociale, on a besoin de sécurité, on a besoin de développement. Mais chacun est sûr, et je crois que c'est le chef du bureau de la MINUSMA qui l'a dit, ce n'est pas seulement un vain mot, ce n'est pas seulement on y pense et ça arrive. Chacun doit y apporter quelque chose. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous, d'abord en tant que plateforme, nous avons signé un accord avec le gouvernement du Mali, à travers l'accord issu du processus d'Alger, qui pour nous est une chance pour tout le pays, mais qui indispensablement aussi doit être accompagné de la bonne volonté des uns et des autres. Il ne suffit pas pour nous seulement
de vouloir la paix, il faut aussi qu'on s'implique pour que cette paix soit. Et la paix, il l'a dit hier, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer par la force. C'est quelque chose qu'il faut vouloir et pour lequel il faut travailler. En tout cas, la plateforme en ce qui la concerne en fait un objectif surtout que nous avons un cadre sur lequel chacun est revenu, un cadre pour lequel le Mali, en tant que république, préserve son unité, son intégrité territoriale, la forme républicaine de l'État, sa laïcité. Alors tout le reste est contenu dans l'accord qui est un accord politique dont il faut tenir compte non seulement de l'esprit, mais aussi de la lettre. Ceci dit, je ne vais pas longtemps monopoliser la parole. Je préfère aussi insister sur le fait que nous devons donner une chance aux recommandations qui vont être issues de ce congrès de jeunes, et prêter une attention particulière à la jeunesse qui a besoin d'être accompagnée. L'accord, il a été signé avec des garanties internationales, avec des engagements et des promesses de la communauté internationale. Le Mali est le premier responsable de la mise en œuvre de l'accord. Mais le Mali aussi doit être accompagné par la communauté internationale qui s'est engagée à accompagner le Mali et les partis qui ont signé l'accord. Voilà donc brièvement ce que je veux dire pour un premier départ de ça. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Moulay. M. Fad, vous aussi, à l'ouverture de ce deuxième congrès ordinaire, vous avez parlé, vous avez mis l'accent effectivement sur la présence des jeunes de ce mouvement MSA, des jeunes du Gacha, des jeunes de la plateforme. Alors, au jour d'aujourd'hui, quel est selon vous le rôle que doit jouer cette jeunesse dans le retour de la paix et aussi dans le développement de Menaka? Merci beaucoup M. Dissa. Je salue la présence parmi nous du représentant de la MINUSMA et de l'honorable Bajan Agamatou, qui est incontestablement une figure historique de par sa famille de notre communauté. Il faut préciser que ce deuxième congrès ordinaire du MSA est en réalité un congrès de la plateforme. Aussi, vous voyez autour de vous, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de différence entre les combattants du MSA et ceux du GATIA, ceux des femmes et même de la MINUSMA. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont rationnels, c'est des gens qui sont tournés vers la paix et la stabilité. Menaka, en quelque sorte, au nord du Mali, c'est l'une des régions dominantes Touareg, nomades, arabes et toutes les autres communautés, mais c'est en quelque sorte l'équivalent d'Adjalhok dans la région de Kidal. Les populations sont toujours restées maliennes. Et si vous regardez autour de vous, vous allez remarquer une forte présence de la jeunesse qui est en armes, ces représentants ont tous parlé de leur engagement à aller vers la paix. Menaka offre au Mali ce qui lui manque. C'est-à-dire, si vous regardez pourquoi nos États sont tombés, c'est la ressource humaine qui ne répond pas aux critères. C'est les soldats qui ne répondent pas aux critères surtout. Et cette jeunesse peut être utilisée. Cette jeunesse est prête à servir le Mali pour sa sécurité, pour le stabiliser. Maintenant, la balle est dans le camp des décideurs politiques. Nous voulons que cela soit capitalisé et que c'est fini cette période où l'État existe en dehors des populations locales. C'est tout le monde, nous l'avons dit hier, c'est tout le monde qui doit contribuer. Et je pense que l'État a l'opportunité d'utiliser tout ce beau monde pour sa sécurisation, pour la sécurisation du Sahel. Au moment où beaucoup de gens sont manipulés par des agendas anti-maliens, Menaka offre un visage qui dit que nous sommes les Mali, comme Adjalhok l'a dit hier, comme d'autres contrées l'ont dit hier. Je pense que les décideurs politiques ne devraient plus perdre du temps avec les gens qui n'ont que des yeux ailleurs. Merci M. Fad. Monsieur Osler, quel est le message de la MINUSMA pour la paix et pour le développement de Menaka? Merci M. Kissa. Oui, bon, le message de la MINUSMA, c'est
la mise en œuvre de l'accord de paix. Continuons et redoublons nos efforts pour la mise en œuvre de l'accord. Je crois que c'est l'ambiance, c'est les cadres qui va permettre la paix dont on parle toujours, et aussi, cette paix, c'est le cadre qui va permettre le développement, qui va permettre les actions au profit des gens de Ménaka, comme l'a dit Farad, comme l'a dit les autres, toute cette jeunesse qu'on voit aujourd'hui là, cet engagement pour la paix, pour la réconciliation, c'est notre devoir, c'est notre tâche, c'est le mandat de la MINUSMA, de travailler pour la mise en œuvre de l'accord, justement pour permettre, pour donner l'opportunité à toute cette jeunesse, à tous les gens de Ménaka et du Mali, de vivre ensemble, d'avoir des opportunités de développement et de vivre ensemble. Merci Monsieur Osler. Honorable Amato, la paix et le développement, à quel prix? Merci Africable. Permettez-moi d'abord de remercier Allah qui nous a permis d'être là, et remercier ceux qui ont organisé et qui ont eu l'initiative de cette rencontre. Je vais parler des messages et de la plateforme. Quelqu'un disait que seule la jeunesse autour de nous est là. Les vieux, les femmes, s'ils ne sont pas là, c'est parce que les distances sont très longues et ils ont des difficultés à arriver ici. Sinon, tout le monde sera là. Moi, je pense que cette rencontre est une rencontre souhaitée par la population de la région de Ménaka et de toutes les régions d'ailleurs limitrophes de Ménaka. Parce qu'il n'y a pas d'existence de bonheur pour l'homme que la paix. Et c'est pour cela que tout le monde est venu et tout le monde veut entendre et respirer la paix. Moi, je crois que le développement ne peut aller sans la paix et la paix ne peut aller sans le développement. Certains l'ont dit avant moi, je crois qu'il faut... on va continuer à chercher le développement pour qu'il y ait davantage de paix et on va continuer à chercher la paix pour qu'il y ait davantage de développement. Moi, permettez-moi, à travers votre antenne, d'appeler tous les jeunes, toutes les femmes, parce que c'est sur les jeunes et les femmes que repose le bonheur d'aujourd'hui et l'avenir de demain. Il n'y a pas d'avenir que lorsqu'on crée les conditions de la paix et de la coexistence pacifique. Je vais appeler aussi les mouvements armés qui sont engagés pour le bonheur de nos populations et qui n'arrêtent pas de le dire très haut, qu'il faut que les mouvements armés, autant ils se sont battus pour la grandeur et la stabilité de notre espace, qu'ils appellent les jeunes, qu'ils contribuent au retour de la paix. Je vais même appeler ceux qui ne sont pas mouvements que nous connaissons. Je vais parler des katibas, des chefs religieux des différentes katibas. Je vais les appeler parce que certainement certains écoutent Africable pour qu'ils sachent que dans notre religion, la religion musulmane, il n'y a pas de place pour l'insécurité aux musulmans et à n'importe quel homme. Il faut qu'ils sachent que les populations ont souffert et ils ont trop souffert de l'insécurité, donc qu'ils contribuent à nous ramener la paix. Et moi j'appelle tous les chefs religieux, tous ceux qui ont des armes pour soutenir l'islam, qu'ils comprennent que notre région, que notre espace, c'est un espace
qui traversent d'autres difficultés, des difficultés de soif, de faim, de maladies. Et si à cela s'ajoutent les morts, les crimes, ça devient encore davantage plus compliqué. Donc moi je pense que je vais revenir encore pour dire, je remercie Dieu, je remercie les initiateurs et tous ceux qui sont là, les mouvements qui ont créé, qui ont initié cette rencontre. Et puis nos partenaires, l'aménagement, tous ceux qui sont là, qui ont aidé à organiser cette rencontre. Je voudrais remercier tout le monde et dire que vraiment, il y a un temps pour quelque chose et un autre temps pour une autre chose. C'est la paix et c'est le temps de la paix et j'espère et je suis convaincu que Menaka va retrouver la paix et c'est sûr. Merci. Merci beaucoup, honorable Amadou. Monsieur Djité, un dernier mot sur le développement. Est-ce que les populations, vous les trouvez assez bien préparées, bien formées à pouvoir relever tous les défis en fait, de développement? Merci beaucoup. Tout le monde a parlé autour de la table. Développement, cohésion sociale, paix et tout. Maintenant, tout ça, c'est dans le micro. Voilà. Parlez dans le micro. Voilà. Alors maintenant, il faudrait qu'on aille dans le sens actif de la chose. C'est-à-dire, c'est quoi? Tout le monde a parlé de développement. Tout le monde a demandé, il faut qu'il y ait des développements, il y a la cohésion, il y a la paix. Et tout le micro. Cela ne peut se faire que lorsque réellement tout ce que tu dis, il faut aller à la pratique de la chose. Ça, c'est un. Nous voulons tous, comme il a dit, la jeunesse est là, les personnes des élèves seront là. Parce qu'effectivement, il a dit, ils n'ont pas les moyens physiques de pouvoir se déplacer. Mais au jour d'aujourd'hui, la paix doit être une obligation pour chacun de nous. Le développement, c'est pareil. Que chacun respecte son engagement. Je m'explique. Le Malien, que nous, les Maliens, qu'on respecte notre engagement, l'aménagement, le Barkhane, les barres de fond. C'est en ce moment, parce que tant qu'il n'y a pas de développement, on ne peut pas parler de paix. Il ne faut pas se leurrer. Il faut qu'obligatoirement les choses se suivent correctement. Nous sommes dans un sens aujourd'hui où on peut dire qu'on est à mi-parcours. Il faudrait que maintenant on avance pour que le développement soit, qu'il y ait la sécurité, qu'il y ait la cohésion sociale. Ça se voit sur les visages de tout le monde. Les gens en ont assez, les gens en ont marre. Il faut maintenant qu'on aille directement à la pratique de la chose. Moi, ce que je vois, c'est ça. Il faut qu'on aille vraiment pour que chacun de nous respecte son engagement, pour qu'on puisse avancer. D'accord. Merci, monsieur Djité. Monsieur Moulay, ici à Menaka, la sécurité revient, on peut le dire, la paix revient, les structures de base de l'État sont là, nous avons la police, nous avons la gendarmerie, nous avons les femmes, bref, tout est presque là à Menaka, mais alors côté développement, qu'est-ce qui bloque? Merci beaucoup, Dissa. Vous l'avez dit, à Menaka ici, nous sommes pratiquement à 350 km de Gao et à équidistance 350 km de Niamey. Gao, sachant que Gao est à 1200 km de Bamako, 1250, on a déjà une idée du point où on se trouve actuellement. Et Menaka fait partie des nouvelles régions créées dans le cadre justement du développement et de la prise en charge des espaces, en tenant compte effectivement de l'éloignement de l'administration. Vous avez dit il y a un retour, même s'il n'est pas effectif, de quelques services sociaux de base, un retour de l'administration. Cela doit continuer. Cela doit continuer et l'opérationnalisation de la région de Menaka doit continuer de façon effective pour que les cercles créés, pour que les communes créées soient effectivement des cercles et des communes opérationnelles. Ceci va beaucoup aider. Et la sécurité aidera beaucoup les ONG, les humanitaires à mieux s'approcher des populations et à pouvoir être mieux. Bien entendu, que tout cela n'est pas possible s'il n'y a pas la sécurité. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur le prochain DDR, nous mettons l'accent sur la prochaine intégration. Nous souhaitons que de façon rapide et de façon très effective, on voit rapidement des bataillons de l'armée reconstitués, se redéployer sur toute l'étendue du territoire, y compris bien sûr à Menaka. Ceci facilitera le retour de la mise en pratique
certainement des engagements politico-institutionnels du gouvernement du Mali, ceci facilitera aussi le retour de la gendarmerie, comme vous l'avez dit, dans toutes ses formes, de la police, de l'armée reconstituée, et ceci allégera certainement le travail des forces internationales qui sont en train de nous aider, de la communauté internationale qui nous accompagne depuis un certain moment et qui, je préfère le dire ici, commence à s'essouffler d'un problème qui ne prend pas fin. Nous devons nous prendre en charge nous-mêmes nos préoccupations, nous devons nous mettre plus de volonté, mettre beaucoup plus de courage, plus d'engagement pour qu'effectivement nous puissions nous-mêmes prendre en charge notre sécurité, prendre en charge nos problèmes, créer la paix, la sécurité, la cohésion entre nos communautés, faire en sorte que vraiment le Mali retrouve sa grandeur d'antan, son unicité d'antan. J'ai l'habitude de le dire, avoir un Mali grand, un Mali debout, un Mali fort. Voilà les termes sur lesquels je vais conclure, M. Dissa. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Moulay. M. Fad, de quoi a-t-on besoin véritablement à Ménaka, dans la région de Ménaka, pour que la machine de développement puisse s'accélérer? Merci beaucoup, M. Dissa. Souvent, les apparences sont trompeuses. Malgré tout ce que vous voyez, la sécurité n'est pas effective à Ménaka. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont contre la paix, qui posent à longueur de journée des actes contre la paix, et que le développement tant souhaité a besoin d'être précédé par la sécurité, qui nécessite les décisions au niveau politique de l'État. Comme je l'ai dit, les populations de Ménaka offrent tout ce qu'elles peuvent, vie et enfants, pour la paix au Mali, pour défendre la patrie, mais ce n'est pas elles qui prennent les décisions. Ce n'est pas elles qui ont les moyens de mettre à disposition de cette jeunesse pour défendre le pays. Il s'agit pour moi de faire un appel aux décideurs nationaux pour que cette main tendue des populations de Ménaka soit saisie comme une opportunité par le gouvernement du Mali et toutes les plus hautes autorités. Puisque j'ai compris que c'est ma dernière intervention, je ne peux pas finir sans saluer et remercier toutes les populations de Ménaka. Hier, j'ai salué le courage de la communauté d'Ossahak. Aujourd'hui, à travers le général Gamou, je remercie la communauté Imrad, les Gati en particulier, parce qu'en aucun moment, ils n'ont crié à la division du Mali. Je les remercie et que je pense que tout est en leur honneur aujourd'hui. Et je les félicite pour cette position qu'ils n'ont jamais laissée, tout en remerciant toutes les populations de Ménaka pour leur présence et leur slogan favorable à la paix et à l'unité nationale du Mali. Je ne suis pas qualifié pour parler du développement. Merci. Merci, M. Fad. M. Osler, en tant que ministre, avez-vous des difficultés sur le terrain pour aider davantage la mise en œuvre du processus? Merci encore à M. Guissa. Oui, je pense que comme mes collègues l'ont dit, il y a beaucoup de défis. Oui, et nous aussi, à la MINUSMA, on vit ce défi pour la mise en œuvre de notre mandat, la mise en œuvre de l'accord. Oui, parfois, on sait que le chemin de la paix n'est pas une ligne, disons, directe. Oui, c'est sinueux parfois les discussions politiques, comme le disait Farad tout à l'heure. Oui, les décisions ne sont pas nécessairement prises. Oui, tout ici, c'est plusieurs niveaux, c'est plusieurs partenaires, mais on croit toujours qu'on est sur le bon chemin. Oui. Si on travaille sur le renforcement des aspects mutuels entre sécurité, paix et développement, les mécanismes de mise en œuvre de l'accord de paix,
nous y croyons, oui, et pleinement, oui, et c'est dans ces cadres que nous allons jouer nos défis, oui, parce que comme il y a les défis sont énormes, mais les opportunités sont aussi très grandes et elles sont là. Il ne faut que les identifier, oui, et les prendre. Je pense que, comme on dit hier, on a dit ici, on part du propre nom, Ménéka. Oui. Où allons-nous? Je pense qu'on pourrait dire, oui, l'honorable député va me corriger, oui, après si je les prononce mal, Nika Al-Khair, nous allons vers la paix. Oui, la MINUSMA est là pour appuyer tout ça. Merci. Merci beaucoup. Honorable, la MINUSMA est là pour la paix et vous avez le tout dernier mot. Quel est votre dernier message aujourd'hui? Moi, mon message est très simple. Moi, je crois qu'il y a eu un accord qui a été signé avec la communauté internationale. Il y a eu des engagements à la fois des mouvements, de l'État malien et de la communauté internationale. Il n'y a pas d'autre façon d'aboutir à la paix que de respecter ces engagements. Comme l'ont dit ceux qui m'ont dévancé. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de dire qu'on ne peut pas avancer parce qu'on n'a pas toute la sécurité. C'est au moment où le peuple a des difficultés de sécurité. C'est en ce moment que la communauté internationale, comme son État qui est là, qui doit le faire, c'est en ce moment que l'État et la communauté internationale doivent aller vers les populations, doivent aider les populations dans toutes ces difficultés. Mais malheureusement, on dit toujours, mais il n'y a pas de sécurité, donc on ne peut pas donner à boire à la population. Ce n'est pas normal. Il faut que ça s'arrête. Depuis 2012, nous sommes dans une situation de crise. Il faut que l'État malien, il faut que la communauté internationale comprenne que c'est en ce moment qu'on doit être présent au sein de la population. Moi, je pense que on a beaucoup dit, mais je voudrais remercier la population qui a fait le déplacement. Et ceux qui, de loin, écoutent ce qui va être dit sur cette belle dune comment ça s'appelle là, cette belle dune. Et je crois que nous sommes en train d'avancer et il faut que taper le fer depuis qu'il est chaud. Il faut que l'État malien, la communauté internationale profitent de ce qui s'est passé aujourd'hui pour venir à Ménaka, dans la région de Ménaka, et puis aider à sortir définitivement de cette situation que nous n'avons jamais souhaité, qu'on ne veut pas, qu'on n'a jamais voulu. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes en train d'avancer et il faut taper le fer pendant qu'il est chaud. Ménaka, les défis et les enjeux du développement avec M. Francisco Osler, chef du bureau MINUSMA à Ménaka, M. Alassane Djité, président de la coordination des mouvements des forces patriotiques de résistance, M. Fada Galmamoud, président de la plateforme, secrétaire général du Gacha, M. Moulay Ahmed Ould Moulay, porte-parole de la plateforme, et honorable Badjan Aga Amato, député élu à Ménaka, vice-président de l'Assemblée nationale. Je vous le disais que Africable est justement là à Ménaka et nous participons justement à ce deuxième congrès ordinaire du MSA, Mouvement pour le salut de l'Azawad. Donc nous avons eu cette chance-là aujourd'hui de pouvoir réunir ce panel-là pour vous, de pouvoir discuter de ce thème-là pour vous. Nous saluons toute l'équipe technique, M. Malik Mbaye, Kofi Sonou, Moussa Doumbia et le tout sous la supervision de notre chef, M. Sekou Tangara. Merci à vous, mesdames, messieurs. Au revoir et à la prochaine.